Bienvenue à Retour sur l'investissement. Durant cet épisode, présenté par le Collège MREX, moi-même Nicolas Ray, professeur en ingénierie financière au collège, a le plaisir de recevoir Monsieur Denis Gallico, chef de parcours maintenant de la Meurthe Multilogement, investisseur immobilier et déjà à sa deuxième présence au RSI. On va donc aller à gauche, on va aller à droite, on va parler d'un paquet de sujets super intéressants par rapport à l'immobilier. Je vous invite à écouter attentivement. Salut Denis, ça va? Ben oui, ça va. Bon, on se voit souvent ces temps-ci? Aujourd'hui, là, je dirais. Ouais, tous les c'est ça, jours. aujourd'hui. Fait que ta deuxième présence déjà à retour sur l'investissement. Puis même, on a tourné ensemble deux retours sur l'investissement sur la route. Ouais. Pour aller voir tes projets d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler, vu qu'on a parlé beaucoup de ton parcours lors du premier épisode, on va aller plus dans des sujets un peu plus à gauche, à droite, puis un peu plus flyés peut-être. J'aimerais ça commencer par le sujet de comment un Français regarde l'immobilier au Québec. Parce que tu as le. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un avantage d'être français, là. Peut-être pas un avantage. Ouais, C'est quoi ta joke de français, donc? Ah oui, c'est quoi la différence entre un Français et un Christ de français, dans Ouais. le fond? Ben, dans le fond, le Christ de français, il reste au Québec. le Français repart. Ça, c'est la joke préférée de Martin en arrière. C'est là. ça. Il est pas en deux, non. Bon, faire sa part, là, mais tu sais, on entend souvent parler d'immobilier, puis tu sais, on sait que l'immobilier, c'est quand même quelque chose d'hyper local. Tu sais, les gens ont parlé de cycle immobilier, puis tu sais, souvent, j'essaie de les corriger, de leur faire comprendre. Ouais, mais tu sais, le cycle immobilier canadien, par exemple, ça existe plus ou moins, parce il y a plein de sortes d'immobilier. Il y a les maisons, les condos, les maisons, puis il y a les maisons de luxe, les blocs, les plex, commerciales, tout ça. Mais aussi l'aspect local. On s'entend que Vancouver, Toronto, versus, mettons, Trois-Rivières, Ben oui. ça ne se comporte pas de la même façon. Mais c'est toujours bon d'avoir une perspective, par exemple, de l'externe, de l'extérieur, de pouvoir comme avoir vu l'immobilier ailleurs. Puis moi, j'en parle souvent de l'immobilier, mettons, aux États-Unis, tout ça, mais toi tu sais, qui as grandi en Europe, qui a vécu une partie de ta vie adulte aussi en Europe, en France, comment tu vois l'immobilier? Ou comment tu le voyais l'immobilier quand tu es arrivé? Dans le fond, c'est pourquoi tous les étrangers achètent à Montréal. Ouais, la c'est question. ça. Comment ça que tous les Français, que toutes les crises de Français achètent à Montréal, comme tu dis? Ben dans le fond, je pense qu'il y a aussi l'âge du pays, l'ancienneté du pays. Là. Ouais. Montréal, là, je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on a fêté les 350e anniversaire. Ouais. Donc, l'immobilier est assez récent. Tu sais, quand tu vois Ouais. une bâtisse, tout à l'heure, on a visité une bâtisse de 1870, puis c'est un outil de collection. Là. Ouais. C'est des C'est planchers, une vieille des bâtisse. planchers croches, etc. Donc, l'immobilier, tu sais, comme qu'on parle de l'inflation ou l'augmentation des prix, ben, des fois, ça dépend du point de départ aussi. C'est Ouais. la première chose. Tu sais, si le point de départ, c'était il y a 150 ans, ben, c'est pas la même chose que quand c'est il y a 10 ans, il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Ouais. En France, dans le fond, et puis je ne veux pas faire de généralité, j'ai vécu dans la région parisienne, j'ai vécu dans le sud de la France, j'ai vécu dans plein de régions de la France. Ouais. Puis si je compare, je dirais à Montréal, et puis j'aime pas trop comparer parce que c'est encore une fois des cycles différents, mais c'est sûr que l'immobilier est beaucoup plus dispendieux. Ouais. Beaucoup plus dispendieux. Puis encore une fois, tu as des appartements qu'on ne verrait même pas ici. Tu sais, on compare toujours à Friends, comme on disait tantôt. Là. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a 2-3 couples trentenaires qui vivent dans une colocation à New York? Ben parce que personne n'a dit qu'il fallait forcément que tu vives tout seul Ouais. dans un 4,5 de 850 pieds carrés. C'est pas un besoin primaire. C'est pas un de besoin ça. primaire. Donc, je te dirais, dans la région parisienne, des fois, tu peux vivre dans des logements de 180 pieds carrés, 150 pieds carrés. Puis, tu sais, tu as les différents besoins. Ouais. Tu sais, c'est sûr que tu viens là pour dormir et puis Ouais. tu as des loyers qui sont assez exorbitants. Puis, tu es au 6e étage sans ascenseur. En plus. Ben non, il n'y a pas d'ascenseur dans les, tu sais, En les tout cas, immeubles de 400. au moins t'es en forme. Là. Tu sais, les immeubles il y a 400 ans, Ouais. ça n'existait pas les ascenseurs. Donc, c'est sûr qu'il y a très peu de vieux immeubles qui ont été rétrofités pour ajouter des ascenseurs à l'intérieur. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que tu te fais livrer tes courses. Là. Mais la grosse différence, c'est que le prix au pied carré est énorme, Ouais. gigantesque. Ouais. Tu vas beaucoup plus jouer sur la plus-value. Mhm.
que sur la capitalisation, etc. Puis le cash flow. Tu n'as pas le principe de, t'as pas le principe de refinancement. Donc, tu sais, mais par contre, tu as des prêts à 100, 110 OK. OK? Tu as des taux d'intérêt qui sont très, très bas. Ouais. Donc, disons qu'on prend l'exemple, taux d'intérêt très, très bas, des financements qui peuvent aller à 100, 110 ça dépend encore une fois des actifs. Au niveau cash flow, ben, ça se peut. En fait, c'est comme acheter un condo dans le centre-ville de Montréal. Ça se peut que ton cash flow il soit négatif pendant un certain temps, mais que la plus-value va compenser ton cash flow. Donc, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais investissement que d'acheter avec un cash flow négatif. Ouais. Par contre, tu deviens beaucoup plus créatif dans la location. Tu sais, quand tu te dis, bah, tiens, un appartement de 200 pieds carrés, il faut le louer 1300 $, ben, ça ne suffit pas pour rembourser ton hypothèque par rapport au prix que tu as payé. Ouais. Donc, ce que tu fais, tu vas peut-être louer pendant 9 mois à des étudiants et pendant 3 mois à Airbnb. Il faut que ton Airbnb soit thématique pour qu'il y ait vraiment de l'intérêt. Ouais. Donc, pour rentabiliser ton investissement, il faut vraiment que tu fasses de la gestion active, là. C'est ça. Ici, on a quand même beaucoup de chances que tu peux rentrer dans ton argent en faisant de la location long terme à un prix raisonnable. Oui. En pas trop de casser la tête sur, C'est ça. sur l'immeuble et le design, ces choses-là. Là. C'est ça, c'est ça. Puis aussi, une chose qui est très européenne, puis je pense que ça peut servir beaucoup ici d'ailleurs, au Québec, de plus en plus, là, mettons, surtout à Montréal, là, on a visité une couple de tes immeubles aujourd'hui, la maximisation du pied carré. Hein. C'est pas quelque chose qui est très commun ou qui a été grandement en vogue chez les investisseurs immobiliers, exemple au Québec, parce que de l'espace, on en a. Mais de plus en plus, exemple à Montréal, ça se développe. Il y a d'autres endroits, le centre-ville de Québec, le centre-ville de Sherbrooke, commence à avoir un petit peu plus de développement vertical. Et là, on commence à avoir une pensée peut-être un peu plus architecture et stratégique par rapport au pied carré. C'est surprenant ce que tu peux faire avec un pied carré. Là. Bien, regarde, tu sais, moi je dis toujours, là, allez chercher de l'information à l'urbanisme, allez chercher de l'information des gros promoteurs, Brivia, etc. Tu sais, les tours qui se montent, par exemple, à Montréal, si on prend un exemple comme Montréal, Brivia, là, ils sont experts dans l'optimisation du pied carré. Ils ne sont pas encore comme au Japon, là, on n'est pas rendu au Japon parce que c'est comme trop, le choc de culture est comme trop intense. Le Japon, c'est un peu intense. Peut-être que tu ne vas pas vivre dans une capsule, mais ce que je veux dire, c'est que l'optimisation du pied carré, c'est d'avoir des espaces de vie qui sont intéressants, d'avoir un lit qui se rabat, parce que la réalité, c'est que d'avoir un lit qui reste là toute la journée, ben, c'est une manque de place. Mais de vivre vraiment sur l'expérience locative. Donc, en gros, d'avoir un concierge 24/7, d'avoir des salles de sport, d'avoir des salles de coworking, d'avoir… Donc, tu sais, ils vont vraiment maximiser ce travail-là, d'avoir de la nature, d'avoir… Mais… Le jardin intérieur. Hein, exact. C'est sûr qu'au Québec, versus, mettons, on parlait tantôt du sud de la France, moi qui est allé voyager dans le sud de l'Espagne, où les espèces de cours intérieurs sont très populaires, c'est peut-être un peu moins à propos ici, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Mais quand même, ça reste que c'est des choses qui peuvent venir apporter plus de valeur à ton immeuble et aussi à ton locataire. Je te dirais, 90% des immeubles à Montréal ont un taux d'emploi de 70 Donc, c'est-à-dire qu'ils ont 30% moins de cours minimum. 30% de cours, là. Il n'y a personne qui maximise ça. Ben non. Moi, je fais des jardins collectifs, je plante des arbres fruitiers, je fais des places de stationnement avec des bornes électriques. Mais ça, c'est une valeur encore. Là, tu crées une communauté, comme le projet qu'on a vu tantôt. On va mettre un piano, on va mettre un barbecue, on va mettre plusieurs choses parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir juste des gens qui viennent vivre l'expérience montréalaise. Puis c'est ça. Ça fait que le logement est moins le point focal de la personne parce que la vie aussi est plus active. Comme on pense à des villes européennes, on dirait que les gens sont beaucoup plus… Ils ne passent pas autant de temps chez eux. Parce que si tu veux vivre dans le centre-ville, tu veux vivre le vibe, tu veux sortir dans un bar, tu veux aller voir le Vieux-Port, tu veux aller souper quelque part, tu veux aller sortir au club, tu veux faire plein de trucs. Ça, je te dirais, quand tu voyages, tu vis dans tu vas à l'hôtel. La chambre d'hôtel, elle fait quoi? 250 pieds carrés? C'est-tu quelque chose qui t'a vraiment choqué à chaque fois? Non, parce que tu sors, tu essaies de créer des liens, tu essaies de visiter, tu essaies de vivre ton expérience. Tu vas au Mont-Royal, tu ne vas pas courir sur un treadmill dans ton salon. Non. Alors après, oui, si tu sors, parce que je suis biaisé, là, je suis dans l'hypercentre de Montréal, tous mes immeubles sont là.
un rayon de 5 km, oui, c'est peut-être un petit peu différent si tu passes les ponts, que tu vas à Rive-Nord, Rive-Sud ou que à Shawinigan ou whatever, que tu as encore ce besoin d'espace, ce besoin de stationnement, ce besoin de tout ça, ou même à Sherbrooke. Ouais. Mais si je compare Montréal à une ville européenne, on a encore vraiment de l'espace. Oui, c'est clair. C'est-tu à cause de... Tu penses que c'est en cause en partie de ça que tu as voyagé, tu as habité ailleurs, tu viens d'ailleurs également, que tu tentes de faire l'immobilier peut-être différemment ici? Par rapport aux autres investisseurs, mettons, de Montréal ou du Québec, parce que, tu sais, on a visité, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, les gens pourront voir sur notre chaîne YouTube d'ailleurs, mais on a visité 2 de tes projets, un projet flyé de rénovation d'un immeuble des années 1800, puis l'autre projet d'un un agrandissement, entre guillemets, d'un immeuble existant, mais un projet très flyé, un projet unique, même à Montréal, malgré tous les développeurs qu'il y a, c'est un projet unique, c'est le plus grand projet dans son genre. Penses-tu que c'est pour ça? Qu'est-ce qui te motive à faire ce genre de projet-là? Je suis Canadien, hein? Maintenant, j'ai mon passeport canadien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des inspirations au Québec. Là. Luc Poirier, il a pris un bateau qui n'avait plus d'hélice, qui n'avait plus rien, là, qui a Trois-Rivières. Il l'a tracté jusque dans le Vieux-Port de Montréal pour que ça devienne le Bota-Bota. Ouais. Il a acheté un trou béant dans la Rive-Sud en se disant... Je vais faire une ville avec ça. Donc, au début, il voulait faire une ville qui était comme dans le trou. Finalement, il va devoir le rendre flush. Mais tu vois, il y a des inspirations québécoises. Là, oui, j'encourage toujours de voyager pour avoir des ouvertures d'esprit. De se dire, moi, il n'y a pas un endroit que je voyage que je ne vais pas visiter, soit des maisons, soit du co-living, soit des trucs comme ça, parce que ça m'intéresse. Je trouve ça excitant et puis tout ça. Mais moi, je dis, j'encourage tout le monde, là, quand vous voyagez, regardez les petits trucs, les architectures, comment les gens y vivent, etc. Puis, ça va vous servir d'inspiration pour ramener ici, parce que, tu sais, Montréal, le Québec, c'est une terre d'immigration. C'est une terre d'immigration, donc il y a toutes ces idées qui viennent, et puis, si vous pouvez, on peut vraiment comme en voyage, ta conjointe, elle dit tu lâches l'immobilier un peu? C'est pas de l'immobilier, c'est des visites architecturales. C'est ça. Quand tu vas à Chicago, tu fais des tours architecturaux. La dernière fois que je suis allé à Porto Rico, tu vois, j'étais dans le vieux San Juan, puis je regardais justement des immeubles qui ont été refaits au complet. Ma blonde dit OK, c'est assez l'immobilier, mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois ça, tu dis OK, eux autres, tu vois, sont très forts sur les couleurs, de refaire la couleur des façades des immeubles, d'avoir. Puis, tu sais, c'est vraiment funky. Des murales, des murales, c'est quelque chose qu'on a beaucoup ici. Exact. Là, pas loin d'ici, là, on est dans le Vieux-Montréal, parce qu'on ne dirait pas, mais dans le Vieux-Montréal, tu as un restaurant juste pas loin que ça, où tu as tout le côté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais tu as tout le côté qui est de la brique. Puis à l'intérieur, c'est air ouvert, et puis le restaurant est à air ouvert, dans le fond. C'est comme dans un ancien bâtiment qui a été comme totalement lavré. Ils ont juste gardé les murs extérieurs. Donc, tu sais, il y a cette inspiration-là. C'est juste que, oui, tu peux faire. Après, chacun fait ce qu'il aime. Il y a du monde qui aime plus le design puis l'architecture, puis il y a des gens qui. Moi, j'ai fait longtemps de la machine à saucisses en technologie, reproduire des processus, c'est très, très fort en opération, puis j'ai beaucoup aimé ça. Puis là, je suis rendu plus à vouloir faire des projets flyés. C'est ça qui m'excite un petit peu. C'est clair. Puis, tu es toujours seul ou en partenariat dans tes projets? C'est une bonne question. J'ai quelques immeubles seuls avec ma femme ou avec ma famille. C'est le fun, mais je vais être franc que c'est difficile des fois quand le soir, tu peux avoir des bons coups comme des mauvais coups, des problèmes, des challenges comme des opportunités, puis tu ne peux pas vraiment en parler ou partager. Donc, moi, je prône vraiment le partenariat. J'ai eu plusieurs partenariats, puis là, en ce moment, je focus plus sur un, justement avec des personnes de la meute avec qui on focus la croissance parce que là, on a une compagnie de construction, on achète beaucoup d'immeubles à Montréal, donc on a un certain volume d'affaires, mais je prône toujours le partenariat complémentaire. J'ai eu des partenariats où on avait des compétences similaires, puis au final, on se splittait un peu le travail, mais ce n'était pas forcément full efficace. Dans le fond, on n'opérait pas à notre maximum de performance. Quand tu es complémentaire, c'est là où chacun peut travailler sur ses forces. Parce que la réalité, c'est d'être
bon partout, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais, c'est clair. Tout le monde veut dire, ah, ben tiens, travaille sur tes faiblesses. Tes faiblesses, au pire, tu vas devenir un peu moins faible, ou un peu Tout à moins fait. genre average. Ouais, c'est Mais ça. alors que si tu travailles sur tes forces, tu vas devenir un expert. Ben oui, c'est clair. Moi, j'ai toujours pensé ça aussi. Tu sais, t'es mieux de mettre beaucoup plus d'énergie dans tes forces, puis tu trouves des gens qui sont capables de pallier tes faiblesses, puis pour eux, c'est des forces. Ben parce que tu vas embaucher les autres personnes que tu vas embaucher, elles vont te voir comme un expert, puis toi, tu vas embaucher un autre expert. Ouais. Alors que si tu es average partout, ben, tu vas attirer d'autres personnes average. Exactement. Donc, Exactement. c'est un petit peu ça. Là. C'est quoi tes objectifs futurs et tes ambitions? Disons que je suis rendu à un point où je fais de l'immobilier vraiment pour le plaisir. Ouais. Mais la réalité, c'est pas parce que je fais pour le plaisir que j'achète un immeuble par année. On a une croissance de 80 à 100 portes par année. Ouais. On est toujours centralisé vraiment à Montréal. Puis ce que je trouve que c'est ce qui est sympa, c'est justement de créer des espaces de vie. Mhm. C'est la première chose. D'avoir des immeubles landmark, là, de patrimoniaux, etc. Ouais. Donc vraiment qui ont une âme, tu sais, que tu peux Ouais. vraiment, tu sais, les... Ça, c'est unique ou ça, c'est... Ça, c'est unique. Là. C'est pas une boîte à saucisses qui a été faite, etc. où tous les immeubles sont exactement identiques. Ouais. Non, non. Tu sais, on en a visité tantôt et on le verront sûrement. Là. Au pire, allez sur la visite de chantier d'immeubles dans le village. Là. Ouais. Tu sais, des appartements sur 2 étages de 10 pieds de large. Il n'y en a pas 50, là, mais ça en cachait. Tu sais, les gens, ils viennent Vraiment. pour ça. Ils veulent vivre l'expérience et puis ils vivent dans une ambiance unique. Donc, moi, c'est vraiment de créer des espaces de vie qui permettent aux locataires de s'épanouir. C'est de s'épanouir parce que moi, je les vois comme mes meilleurs clients. Là. Ouais. Si on en a parlé souvent, là, Ouais. comment il y en a beaucoup, les locataires, les crises de locataires, les trucs, etc. Ils refusent mon augmentation, etc. Mais tu as-tu parlé? Puis, est-ce que tu es quelqu'un qui voit comme, il m'a demandé de changer la lumière et ça me coûtait 100 pièces tu vois-tu ça comme une dépense ou tu vois ça comme un investissement? Mm-hmm. Puis, ça, c'est une grosse philosophie, là, mais C'est clair. C'est clair. mais c'est ça. Nous, on essaie de créer vraiment des espaces de vie à Montréal. Super, j'aime ça. Puis, tu as eu un enfant Ouais. dans la dernière année. Ouais. Comment tu vois ça aussi? Je pense que c'est un sujet de plus en plus que... On dirait que c'est un sujet qui attire les gens de plus en plus, puis qui est plus sur les lèvres des investisseurs. Tu sais, l'investissement en famille, tu en as parlé tantôt avec ta conjointe et ta famille aussi en France. Ceux qui ont des enfants, c'est aussi souvent quelque chose de très fort. Là. On a eu un épisode récemment là, avec Audrey, là, Audrey Girard, qui parlait de elle investir en immobilier parce qu'elle voulait aussi que cette liberté financière-là puisse servir à son fils. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, immobilier par rapport à tes enfants et la prochaine génération? Ben, en fait, c'est comme une petite fille qui est née il y a 3 mois, donc c'est 3 mois et demi, là, disons. Donc, elle Il est faut encore... que ça se prépare d'avance, là. Oui. Ah ouais? Ben là, tu sais, je me rappelle, j'avais dit, mes parents avaient acheté un condo étudiant pour chaque enfant, puis moi, quand j'avais acheté mon premier triplex, je disais à ma mère, je vais acheter un triplex pour chaque enfant, mais la réalité, c'est que je pense qu'ils auront bien plus que ça. Mais ça te change, tu sais, en plus, c'est la première. Ouais. Ça change beaucoup de choses dans ta vie. Puis, la qualité de vie que tu as de pouvoir travailler, même si tu es au téléphone, ma femme elle me dit, genre, tu passes des journées, des heures au téléphone, mais tu sais, je suis là. Puis, tu sais, le fait d'être là, ben, ça importe beaucoup. Donc, moi, j'ai une qualité de vie que je ne transigerai pas. Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, c'est que j'ai aligné mes objectifs long terme à mes actions court terme. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que oui, c'est toujours mieux d'avoir 100% de la tarte. On parlait de partenariat et on parlait ou d'investir tout seul. C'est toujours, oui, on veut toujours avoir 100% de la tarte, on veut toujours, mais comme toute chose étant égale, on aimerait mieux avoir 100%. On aimerait toujours avoir 100% parce que là, tu crées de la valeur, etc. Et puis là, tu te reçois un refinancement incroyable. Puis là, tu es comme, si seulement j'étais tout seul, j'en aurais plus. Ouais. Mais moi, par exemple, j'ai mis, avec justement la naissance, etc., j'ai mis des actions maintenant alignées à mes objectifs long terme. Mes objectifs long terme, c'était de me dire, je peux faire de l'immobilier à Montréal de partout dans le monde. Ouais. Puis, ça, si les gens qui ne font pas leurs objectifs 5 ans, 3 ans, 1 an, etc., je pense que
C'est comme on en parlait la semaine dernière à Buck, là. Tu vas sur une île sans compas, donc c'est un peu difficile. Tu sais pas où tu veux t'en aller, essentiellement. Donc moi, mon objectif, c'était ça. Au début, j'avais beaucoup d'objectifs qui étaient des chiffres, etc. Puis après, quand tu commences à creuser, genre les chiffres, c'est quoi qu'il y a derrière les chiffres? Ben moi, en fait, c'était ça. Les 7 niveaux de pourquoi. Les 7 niveaux de pourquoi. Les 7 niveaux de pourquoi, si vous ne le savez pas, regardez ça sur Internet. Là, parce que les gens qui disent « Ah, je veux 20 millions puis là, tu leur poses plus de questions et puis à la fin, ils arrivent à… Tu leur poses la question pourquoi cette fois. 985 000 et 300… Parce que tu comprends que c'est aligné à autre chose. Mais là, je m'écarte. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que du coup, ce que j'ai accepté, c'est de participer dans un partenariat où on est 4. Que du coup, je suis à 25 %. Donc, c'est sûr, la croissance est peut-être moins grande que si j'achetais 80 portes moi-même. Cependant, je m'occupe de tout ce qui est acquisition. Tout ce qui est jusqu'au notaire. Mais ça, la prospection, j'ai un réseau de contacts qui est incroyable. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de deal sur Centris, les 8 derniers immeubles que j'ai achetés, c'était sur Centris. Monter le financement, je pense que mon directeur de compte chez Desjardins, je l'ai vu peut-être une fois sur les 3 dernières années. Mon courtier hypothécaire, je ne l'ai jamais rencontré en 4 ans. Puis on fait le banc de la business. Puis le notaire, les assurances, l'inspection, c'est mon entrepreneur général qui y va. Mais en gros, tu vois, je me suis placé, puis on a beaucoup de fun à 4, mais je me suis placé aligné à mes objectifs. Donc, pour répondre à ta question au niveau des enfants, c'est que moi, je veux voyager. Tout ne dépend pas de toi. Bien, tout ne dépend pas de moi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux faire mon rôle dans mon partenariat, mes responsabilités, elles peuvent être faites de Taïwan ou de Montréal-Verdun. Ça ne change rien, du tout, rien. Donc, je suis aussi performant d'abord à de l'autre. Donc, moi, c'était aligné à ça, c'est de me dire, je peux passer du temps de qualité avec ma famille, de partout dans le monde, que ça soit, si à un moment, demain matin, je décide de vivre au Portugal ou vivre n'importe où, je peux continuer à acheter des immeubles à Montréal. Parce que Montréal, c'est une ville que, le Québec, en général, c'est une province que je trouve extrêmement sous-évaluée. Ça, c'est une vraie liberté financière. C'est ça. Parce qu'il y en a qui sont libres financièrement, mais pas vraiment parce qu'ils sont pas libres. Si on a parlé en fin de semaine à la Meurthe, d'être pas seulement libre financièrement, mais ça veut aussi dire être libre de ton temps et surtout de tes choix. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir les dollars puis le compte de banque, mais au final, sont encore esclaves de certaines choses, de leurs choix, puis ils n'ont pas cette liberté-là. Bien, c'est sûr. C'est sûr que le temps, c'est la monnaie la plus précieuse. Parce que le temps… Ce qu'on fait avec notre temps. Il y a toujours une maxime qui dit, imaginons, à chaque matin que tu te levais, on te donnait 86 400 $. Et qu'on te disait qu'il fallait que tu le dépenses avant minuit. Là, tu ferais quoi? Tu irais à fond, tu irais t'acheter une voiture. Vegas à tous les jours. Non, mais après, par contre, à minuit, ce 86 400, il n'existe plus. Il est liquidé. Puis là tu irais à fond, là. Tu irais à fond. Puis là, le lendemain matin, tu auras un autre 86 400 $. Puis en fait, tu as 86 400 secondes dans une journée. Mais les gens, ils les utilisent pas forcément au meilleur escient. Alors que si c'était des dollars, tu l'aurais brûlé. Tu aurais vu ta best life ever là, pendant une journée. Donc, il y a possibilité de dépenser plus que 86 000. C'est un peu comme le concept de Memento Mori. D'ailleurs, tu as le calendrier chez toi là, où tu colories chaque journée pour voir combien de jours il reste peut-être. C'est pas morbide. Memento Mori, c'est rappelle-toi que tu vas mourir. Donc, en fait, c'est comme tu as un tableau. C'est un tableau qui a été fait inspiré du stoïcisme. Qui est dans le fond, les gens peuvent le trouver sur Google, calendrier Memento Mori. C'est ça. Puis dans le fond, c'est des cases noires et des cases blanches. Puis les cases noires, c'est des semaines que tu as déjà vécues. Puis les cases blanches, c'est des semaines qui te restent à vivre. Disons que tu vis 80 ans. Puis à chaque semaine, tu colores une de ces petites cases-là en noir. Tu ne peux pas la remettre blanche. Ça n'existera pas. Tu l'as. Elle est faite. C'est comme si tu avais rayé ça. Tu ne peux pas effacer. Mais la réflexion que tu dois te faire, c'est si demain matin, je me fais frapper par un bus, est-ce que j'ai l'impression d'avoir vécu à 100% de ma vie? Puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France, parce que j'avais l'impression de rentrer dans une rat race en me disant, tu travailles pour ta retraite qui est en ce moment à 60 ans. Quand je serai rendu à 60 ans, je serai peut-être à 70, 72. Avec l'inflation. Ça existe encore. Ça existe encore. Ça se peut qu'elle n'existe même plus dans 40 ans. Là. Donc,
je me suis dit, je veux pas je veux pas dépendre du gouvernement. Ouais. Je veux pas dépendre du gouvernement, donc je vais me bâtir ma propre retraite. Puis là, ça a shifté complètement mon mindset. J'ai travaillé aux États-Unis un petit peu, je suis venu au Canada, puis je me suis dit, c'est pas vrai. Puis des fois, ça fait de la peine aussi, là, tu sais, quand tu vas aux États-Unis, puis que tu vas au Denny's ou whatever, puis que tu as des dames de 60, 65 ans qui continuent à travailler parce que, ben, peut-être qu'ils comptaient sur une retraite ou peut-être qu'ils comptaient sur un fonds de pension ou qu'ils comptaient sur whatever. Ben, moi, je suis vraiment de dire, il faut, tu sais, je dis pas que tu peux compter que sur toi-même, mais genre, il faut que tu sois master of your fate. Ouais, Il faut que tu sois maître de ton destin. Tout à fait. Ouais, c'est comme beaucoup de concepts en même temps. On est allé, on a vraiment été à droite, à gauche puis à droite. Hein. Ah, c'est ce que tu avais dit parfait. depuis le début. Tu l'avais calé. C'était une extraordinaire émission. Très bon épisode. Merci, Denis, d'avoir pris Merci, le temps Nicolas, pour encore pour être avec nous l'invitation. J'espère que j'aurai encore des choses à dire au troisième autres. épisode. Ben oui, c'est clair. À chaque saison, C'est j'ai clair. mon épisode. Donc on va y aller pour le tour du chapeau. Merci Denis. beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si ce n'est pas déjà fait, allez nous suivre sur votre réseau social préféré, que ce soit Facebook ou Instagram, LinkedIn et même TikTok. On se revoit bientôt dans un prochain épisode.